Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cet After Work Voix de Docteur. Donc je suis Chloé Combet, je suis chargée des relations alumni et je suis accompagnée de ma collègue Candice Chaillot, chargée de la valorisation du doctorat. Donc nous sommes vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui sur ce premier épisode, ce premier volet d'une série de témoignages de docteurs au parcours diversifié. Donc un jeudi par mois. Nous vous donnerons donc rendez-vous pour découvrir des témoignages de docteurs, pour visualiser le monde de l'emploi, les poursuites après le doctorat. Donc aujourd'hui, nous sommes ensemble jusqu'à environ 19 h. On va tenter de tenir le timing. Et juste avant de commencer, juste quelques petites préconisations pour le bon déroulé de l'afterwork. Donc sachez que cette vidéo elle est enregistrée, elle sera disponible en replay sur la plateforme UBFC Alumni et également sur la page YouTube du BFC. Donc tout le contenu sera en français et au vu du nombre de participants, donc merci de couper vos micros pour éviter tout bruit parasite et également vos webcams. Au nombre de participants, la fonctionnalité levée de main ne sera pas prise en compte. Par contre, n'hésitez pas à utiliser le chat qui est mis à votre disposition. N'hésitez pas à l'utiliser, même à l'user, pour poser vos questions, pour échanger, donner votre avis. On tentera de répondre à un maximum de questions sur les temps d'échange prévus à cet effet. Et après vos études. Donc le mieux pour cela, c'est... Chloé, le micro s'est coupé. Je sais pas. Donc ça y est, le micro est revenu. Je ne sais pas si vous avez entendu beaucoup de choses. Du coup, à quel endroit est-ce que ça s'est arrêté? Kamal, tu me disais que le micro était coupé. À quel moment ça s'est arrêté? Non, t'as dit qu'il fallait pas lever la main, et puis après, un peu après, ça a coupé. Tu tapais sur le clavier, Candice. D'accord. Donc, du coup, le lever de main ne peut pas être pris en compte au vu du nombre de participants. Par contre, n'hésitez pas à utiliser le chat qui est mis à votre disposition pour échanger, pour donner votre avis, pour poser vos questions. On tâchera de répondre à un maximum de questions sur les temps d'échange prévus à cet effet. Donc, juste avant de donner la parole à ma collègue Candice, on souhaitait vous présenter un outil, un outil facilitateur, toujours dans cette dynamique de poursuite de carrière, d'échange, de réseautage et d'entraide. Donc, cet outil, c'est UBFC Alumni, c'est une plateforme et donc elle vous sert à développer votre réseau. Donc, le mieux est peut-être que je vous partage tout simplement mon écran pour vous montrer la plateforme. Donc, voici la plateforme UBFC Alumni. Donc, elle est ouverte aux doctorants, docteurs UBFC, aux étudiants diplômés de master UBFC, mais également aux recruteurs, laboratoires, structures professionnelles, aux associations d'étudiants, etc. Donc, par exemple, si l'on se connecte sur la plateforme, je vais montrer à travers mon compte directement. Donc ici, nous pouvons voir que nous avons un tableau de bord et nous avons chaque membre utilisateur, une fiche profil. Donc cette fiche profil, elle est entièrement personnalisable. Donc ici, vous pouvez voir qu'il s'agit de ma fiche profil. Donc vous pouvez mettre un bandeau, vous pouvez remplir des informations. Le but, c'est vraiment de remplir au maximum en fait votre fiche profil pour être visible sur la plateforme. Donc ici, vous avez le menu de la plateforme. Donc si on détaille rapidement, ici vous avez différentes actualités, différents actus qui sont mis en ligne. Donc il va y avoir des articles d'information générale, des articles pour les étudiants entrepreneurs, des articles carrière, etc. Donc vraiment des choses susceptibles de vous intéresser et de vous aider. Dans la partie agenda, vous avez des événements.
Donc, ça va être des événements soit externes à UBFC, soit des événements internes à UBFC, comme par exemple l'événement de ce soir ou celui de la semaine dernière, si certains d'entre vous y ont participé. Donc, pareil, voilà, c'est dans une logique de vous accompagner pendant et après vos études. Ensuite, vous avez l'onglet annuaire. Donc, dans cet onglet, vous pouvez avoir accès donc, aux membres et également aux fiches entreprises qui sont créées. Et grâce à une recherche avancée avec des filtres dynamiques, vous pouvez lancer une recherche pour retrouver un ancien camarade de promotion ou une entreprise et ici l'ajouter par exemple à vos contacts. Voilà, là on est vraiment sur le système de réseau social ou alors d'envoyer un message, voir le profil, ajouter à mes contacts, etc. Ensuite, ici, vous avez donc tout un onglet carrière dans lequel vous allez retrouver plusieurs choses. Vous allez pouvoir consulter et postuler à des offres d'emploi qui sont mises spécialement en ligne pour vous. Donc voilà, c'est des offres qui sont triées, qui sont mises en ligne voilà, dans différents domaines, dans différentes disciplines. Vous avez également des alertes emploi. Donc pour vous alerter lorsque un emploi est susceptible de vous intéresser grâce à des champs que vous remplissez. Une CVTech, donc la CVTech très utile pour les entreprises, les recruteurs, les structures professionnelles. Voilà, c'est pour vraiment mettre en avant votre profil, mettre en avant votre CV. Et ainsi, la structure professionnelle peut venir voilà, regarder un petit peu ce qui se passe dans cette CVTech et piocher dedans. Et de même que de votre côté, vous avez l'alerte emploi. Du côté structure professionnelle, nous avons l'alerte CV. Donc voilà, la structure va remplir des champs et lorsqu'un profil correspond à ces critères, elle va recevoir une notification. D'où l'importance justement de mettre à jour votre profil parce que justement, ça va les aider à alimenter et à rechercher des profils bien spécifiques. Vous avez ensuite un onglet groupe. Donc, il s'agit de groupes thématiques complètement autonomes qui peuvent être ouverts ou fermés ou sur invitation. Donc, on peut voir qu'il y a différents groupes, par exemple 2D, international. On peut voir également qu'il y a des associations. Ces groupes sont autonomes dans le sens où vous pourrez publier des articles, des événements vraiment spécifiques à ce groupe et partager également des informations, des documents. Donc, ça peut vraiment être intéressant et c'est recentré encore un petit peu plus. Ensuite, vous avez un onglet entraide. Donc, dans cette entraide, vous avez plusieurs choses. Vous avez le parrainage, donc un système de parrainage pour, donc d'un côté, rechercher du conseil, demander voilà, de l'aide, des conseils sur, par exemple, différents domaines, conseils en formation, adaptation à l'emploi, etc. Et de l'autre côté, des personnes qui souhaitent faire bénéficier de leur expérience, qui souhaitent orienter, qui souhaitent accompagner. Donc ensuite, il suffit voilà, de s'inviter mutuellement, en fait, et il y a une mise en relation qui se fait. L'espace de discussion est un espace, c'est tout simplement un forum, en fait, pour ouvrir la discussion ouvertement et pouvoir échanger donc, publiquement sur différents thèmes. Donc voilà un petit peu pour cette plateforme. Elle sert vraiment voilà, au développement de votre réseau, à vous accompagner après vos études, également à votre poursuite de carrière, augmenter les possibilités. C'est vraiment important de réseauter le plus rapidement possible et dès le début de votre formation en fait. Donc, je vous invite vraiment à activer votre compte. Juste une petite parenthèse, si vous êtes en première année, normalement, vous allez recevoir un mail très bientôt justement pour activer ce compte. Si vous n'êtes pas en première année, donc diplômé, doctorant ou étudiant au-delà d'une année, donc normalement, vous avez déjà reçu un mail pour activer votre compte. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller directement donc, sur la plateforme pour nous le signaler. Et à ce moment-là, on fera le nécessaire voilà, pour activer votre compte. Donc, je m'arrête là. Donc, n'hésitez pas. Si des fois, vous avez des questions, n'hésitez pas voilà, à les poser sur le chat. J'essaierai de répondre rapidement. Et à aller faire un tour sur cette plateforme pour toutes les choses qu'on vient de décrire. On a essayé de penser à un maximum de choses vraiment pour
pour vous aider. Je m'arrête là. Je laisse à présent la parole donc, à Candice et pour les témoignages avec Camille et Kamal. Eh bien, merci beaucoup Chloé et je continue de dire à toutes et à tous que c'est un véritable outil bien précieux que UBFC Alumni. Moi, je vous encourage vraiment à aller dessus et plus il y aura de monde qui sera actif sur ce réseau, plus il sera efficace. Donc voilà, il faut que ce soit une force collective. Bonjour à tous, bienvenue sur cet événement. Donc, comme l'a dit Chloé, moi je suis Candice Chailloux et je suis chargée de valorisation du doctorat à UBFC. Alors vraiment, on est très très heureuse, Chloé et moi, de vous accueillir sur ce premier volet, ce premier chapitre dont on espère une longue saga qui s'appelle du coup Voix de docteur. J'espère que vous avez capté le petit jeu de mots autour de Voix de docteur. On donne la voix aujourd'hui à des docteurs pour vous éclairer potentiellement et vous inspirer sur différents types de voies de carrière, qu'elles soient académiques ou extra-académiques. Je voulais juste recontextualiser en quelques mots cette série en fait, parce que on avait envie de vous dire que voilà, elle a été conçue par la mission doctorale du BFC et UBFC Alumni pour répondre à un besoin d'information concernant la carrière après le doctorat. On est assez consciente que vous, en tant que doctorant, vous avez, durant vos 3 années ou plus de thèse, la tête dans le guidon, avec des objectifs à plus ou moins court, moyen terme, et que c'est pas facile, en fait, de se projeter après cette expérience-là, et que pourtant, il faut vraiment garder à l'esprit que l'expérience doctorale, c'est une étape seulement, entre guillemets, une étape dans l'ensemble de votre carrière professionnelle et que c'est dès à présent qu'il faut s'interroger. Alors, vous m'avez peut-être déjà entendu le dire dans différents événements, mais c'est maintenant qu'il faut s'interroger sur votre projet professionnel et sur les moyens d'accéder à vos horizons, aux horizons que vous vous fixez. Par contre, on sait très bien que c'est pas facile de se projeter à partir d'une page blanche et que, en dehors de la voie de carrière académique, peut-être vous côtoyez effectivement dans vos laboratoires des gens au niveau universitaire académique, vous avez peut-être une idée assez concrète de ce que c'est qu'une carrière académique, peut-être moins côté extra-académique. Donc on sait que c'est pas facile de partir d'une page blanche et de se projeter dans différents univers et c'est en ça qu'on voulait vous proposer cette nouvelle série. C'est vous proposer une fois par mois, comme le disait Chloé, d'éclairer des parcours de docteurs, des horizons assez variés, de différents docteurs en poste, issus de champs disciplinaires différents, dans des secteurs d'activité différents, issus de 2D différentes. Et on s'est dit qu'il n'y avait pas de meilleurs témoins que les docteurs eux-mêmes pour vous donner ces éclairages-là. Et notamment répondre à des questions sur leur parcours, quel a été leur plan de carrière avant le doctorat, qu'est-ce qui les a amenés au doctorat, comment ils ont vécu leur doctorat, comment leur cheminement par rapport à leur projet de carrière a été impacté par leur doctorat et après leur doctorat aussi, quel a été ce cheminement-là. Et aussi vous éclairer sur les fonctions qu'ils occupent actuellement. Donc, les missions qu'ils ont, en quoi elles consistent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, enfin voilà. Et puis, une dernière chose aussi, comment le doctorat a impacté et impacte encore leur parcours professionnel et leurs activités. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de balayer sur cette série d'Afterwork au travers à chaque fois 2 témoignages. Un témoignage côté docteur qui a une carrière académique et de l'autre côté, un autre témoignage d'un docteur ou d'une docteure qui a eu une carrière plutôt dans le volet extra-académique. Donc, chaque mois, on vous proposera cette formule-là en essayant de mélanger les expériences, les parcours, les champs disciplinaires, etc. Alors ce soir, pour cette grande première de Voix de docteur, où la voix, comme je disais, est donnée au docteur, pour vous donner des pistes de voie de carrière, j'ai l'honneur d'appeler à la barre des témoins 2 docteurs qui sont en poste. Alors, dans le rôle du témoin carrière académique, j'appelle à la barre Kamal Amani, qui est docteur en physique, actuellement maître de conférence au département, accrochez-vous, photonique du laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne, au sein de 2 équipes, l'équipe Soliton Laser Communication Optique et l'équipe Optique Submicronique et Nanocapteur.
Alors, bienvenue Kamal, et vraiment merci à toi pour ta présence et pour ce partage d'expérience que tu vas fournir à nos participants. Bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Et puis, j'invite à la barre des témoins côté cette fois carrière extra-académique, Camille Talpin, qui est docteur en histoire de l'art et qui est actuellement chargée de recherche au sein de l'école de commerce BSB. Donc, je vais vous prendre mon meilleur accent anglais, Burgundy School of Business. Bienvenue Camille et merci à toi pour ce futur témoignage. Alors, côté questions et échanges, il va y en avoir des moments, comme l'a dit Chloé, il y a le chat pour poser toutes vos questions pendant que les docteurs vous témoignent un peu de leur expérience. On va faire un peu des moments alternatifs comme ça. On va vous proposer 2 grands temps d'échange. Donc, pendant qu'ils interviennent, vous pouvez poser vos questions via le chat et on modérera sur un premier temps d'échange sur l'acte 1, en fait, qui va revenir un peu sur le parcours avant le doctorat et pendant le doctorat de nos 2 témoins. Et puis, on aura un deuxième temps d'échange à l'issue de leur témoignage plutôt sur l'après-doctorat, le cheminement jusqu'à leur poste actuel et leur parcours jusqu'ici, en fait. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Aussi, ces événements-là, ça se veut être vraiment des moments d'échange et de partage. Dans l'idéal, on aimerait pouvoir vous les proposer en présentiel. On espère que dans un futur relativement proche, on pourra le faire. Mais pour le moment, c'est en distanciel. N'hésitez pas à vous emparer du chat. Eh bien, on va commencer directement par justement cet acte 1 autour de l'avant et le pendant doctorat. On va commencer par vous interroger, Camille et Kamal, sur votre parcours à tous les 2 avant le doctorat. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots quel a été votre parcours, comment vous en êtes arrivé à faire un doctorat? Alors Camille, je t'interroge en premier. Alors tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci Candice et Chloé d'avoir organisé cet événement qui, je crois, est très utile. Alors, mon parcours avant le doctorat, j'ai été titulaire d'un Master 1 en culture, société, espace, monde moderne et contemporain, avec une mention en histoire de l'art contemporain. Et puis, à ce moment-là, j'avais déjà un peu une incertitude, une inquiétude, on va dire, sur l'avenir, notamment dans le secteur culturel. Et je m'étais dit qu'il était peut-être plus prudent de partir vers la voie professionnelle et en tout cas poursuivre avec un Master 2 plus professionnalisant. J'avais pensé notamment au Master, je ne sais pas s'ils existent encore, mais qui était proposé par l'IUP d'Hydro sur l'ingénierie des projets culturels. Et puis, en fait, en parlant avec mes directeurs de mémoire de master, je me suis laissée convaincre par le fait qu'il fallait peut-être achever quand même le cycle de master en recherche. Et puis, en plus, à ce moment-là, il y avait une actualité éditoriale assez intéressante sur ce qui allait devenir après mon sujet de thèse, à savoir sur l'écrivain et ethnologue Michel Léris. Et ils m'ont dit que c'était sûrement une bonne occasion de poursuivre en master recherche. J'ai fait ce master recherche, ça s'est très bien passé. En toute honnêteté, j'avais les capacités pour le faire. Et puis, à la fin de ce Master 2, c'est posé à nouveau la question de quoi faire plus tard. Et là aussi, en fait, je me suis laissée porter, encourager par le fait de peut-être proposer ce sujet de mémoire en projet de thèse, de concourir aux contrats doctoraux de l'Université de Bourgogne. Et puis, je me suis aussi un petit peu laissée bercer comme ça en franchissant les étapes qui ont toutes été couronnées de succès, puisqu'à la fin, j'ai eu un contrat doctoral. Donc, en fait, pour résumer, c'est peut-être pas le très bon exemple, mais moi, je me suis plutôt laissée porter. Je n'avais pas vraiment d'idée précise de ce que je voulais faire, mais je me suis vraiment laissée porter par des opportunités et par des encouragements de mes directeurs respectifs. Je pense que c'est le cas de beaucoup de doctorants qui sont peut-être présents ici ce soir. Et toi, Kamal, est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire de ce côté-là? Est-ce que c'est la même situation que Camille? Alors, pas du tout. C'est presque l'opposé. En fait, moi, ça a été très tôt, dès que j'étais en fait en 3e, quand on fait le stage. Dans mon esprit, il y avait 2 possibilités. Soit j'allais faire avocat, soit j'allais faire physicien. Alors, et je sais qu'il n'y a rien à voir, mais c'est comme ça. Et puis, j'ai fait un stage avocat, j'ai finalement décidé de faire physicien, et après, ça a été linéaire.
au lycée, très rapidement, je me suis assez vite dit que je voulais faire de la recherche parce que dans mon esprit, être physicien, c'était tout ce qui était autour de la curiosité scientifique, comprendre le monde, etc. Et du coup, pour moi, la recherche, c'était vraiment ça. Donc, j'ai décidé de faire l'université, et donc un cursus universitaire de A à Z, clairement, parce que je voulais vraiment faire de la recherche. Et puis, dès mon arrivée à l'université, assez rapidement, j'ai ciblé la thématique qui était autour de l'optique. On y reviendra sûrement après. Et donc, après, j'ai fait mon cursus en fonction de ça, master recherche physique laser matériaux. Et puis, du coup, j'ai eu l'opportunité d'avoir ce contrat doctoral et que j'ai pris, bien évidemment. Donc, en fait, vraiment, moi, ça a été dès le départ l'objectif de faire le doctorat et même de faire de la recherche. Donc, moi, ça a été, on va dire, assez linéaire. Donc, l'une qui s'est laissée porter par les opportunités, Kamal qui avait déjà une idée assez claire de son projet professionnel. Ok, très bien. Donc, on en arrive à votre expérience de doctorat. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur déjà votre discipline, votre sujet de thèse, parce que je trouve que c'est toujours sympa d'avoir le sujet dans son intégralité. Et puis, relater un petit peu votre expérience, de cette expérience, de ce vécu en fait que vous avez eu, et comment ce vécu-là a joué sur votre plan de carrière, votre projet professionnel. Alors, peut-être Kamal en premier pour changer, voilà. Donc, en fait, moi, j'ai démarré ma thèse en octobre 2008. Et cette thèse portait sur les ondes scélérates et les statistiques extrêmes dans les systèmes optiques fibrés. Donc, pour être un peu plus clair, l'idée, c'était de travailler autour des fibres optiques, sauf que souvent, les fibres optiques, on les connaît pour Internet, on va dire, pour les télécommunications à haut débit. Dans mon cas, j'étais dans un labo où on faisait ça, mais là, l'idée, c'était de comprendre un phénomène qui se passe en mer, ce qu'on appelle les vagues scélérates, en utilisant les fibres optiques, alors parce que les équations étaient similaires. Bon, donc en octobre 2008, je commence ma thèse, et donc j'avais deux co-directeurs, Guy Millot, qui est en fait la personne qui, quand je suis arrivé à l'université, m'a donné envie de faire de l'optique guidée, parce que en fait, il venait de recevoir la médaille d'argent du CNRS, j'avais vu un de ses séminaires, et puis du coup, bon, forcément, ça m'a mis voilà, j'ai un peu rêvé, puis je me suis dit, bon, je vais essayer d'être dans son équipe. Bon, au final, j'ai bien été dans thésard dans son équipe, et donc avec sa co-direction, et j'étais aussi co-dirigé par Christophe Hinault, qui en fait avait fait, avec qui j'avais fait mon stage de master. Et justement, c'est pendant ce stage de master où en fait, un peu par hasard, on a découvert ces ondes scélérates et du coup, on a décidé de prolonger en thèse. Et donc voilà pour la thématique. Alors après, sur le vécu de l'expérience, bon, alors, comme je dis toujours, en fait, vu que moi, c'était dans la continuité de mon stage de master, au début, c'était vraiment la tête dans le guidon, ça marchait vraiment très bien, voilà, il y a eu plein de résultats. Et puis, il y a eu la deuxième année où c'était un peu plus difficile parce que, bon, forcément, ça commence à ralentir parce que, bon, on peut pas avoir une infinité de résultats non plus. Et puis, il y a aussi des moments de doute, est-ce que, voilà, on essaie de prendre du recul. Et puis, donc voilà, cette deuxième année, elle était un peu difficile. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'incite ceux qui nous regardent à bien profiter du comité de suivi de thèse pour essayer de vraiment faire le point sur la thèse, parce que vraiment, on a tendance à se laisser emporter. Bon, après, moi, franchement, j'étais vraiment très bien encadré. Donc, dès qu'il y avait une difficulté, je pouvais en discuter sans souci. Et puis, donc après, ça a été j'ai repris un peu le PEPS. Et puis, la troisième année, par contre, bon, là où il y a l'écriture du manuscrit, là, j'avoue que, pareil, ça a été un peu plus compliqué. Parce que, bon, déjà écrire, ça me posait pas trop de problèmes, mais malgré tout, faut faire le bilan de tout ce qu'on a fait. C'est quand même un certain challenge. Et puis, bon, moi, j'avais aussi des raisons perso à côté qui faisaient que j'étais un peu débordé. Donc, je passais mes nuits à écrire, etc. Bon, voilà. Et puis, ce qui est dur aussi en troisième année, je pense, pour beaucoup, c'est, en tout cas, dans une thématique qui est expérimentale pour moi, hein, c'est à quel moment on arrête de faire des expériences et on écrit à 100%. Voilà,
bon, je pense que c'est vrai dans toutes les thématiques, c'est-à-dire à un moment donné, il faut choisir, il faut vraiment se mettre à l'écriture. Et alors qu'au début, on essaye d'avoir les deux en même temps, écrire et en même temps faire des expériences ou faire des recherches. Donc là, voilà, mais ça s'est finalement bien passé. Et en tout cas, ça m'a convaincu par rapport à mon projet professionnel de continuer dans cette voie-là, euh, de continuer dans la recherche. Et ça m'a conforté dans l'idée de vouloir faire de la recherche académique, tout en sachant bien évidemment que c'est pas si simple d'accéder à un poste académique. Et du coup, j'ai quand même gardé l'esprit ouvert sur toutes les autres possibilités. Mais disons que ça a été une expérience qui pour moi était vraiment plaisante et du coup, j'avais envie de la continuer. Voilà. Ok, merci Kamal. Et toi, Camille, de ton côté, comment tu as vécu le doctorat? Qu'est-ce que ça a modifié pour toi ou pas d'ailleurs dans ta réflexion sur ton projet à toi professionnel? Alors, donc, pour reprendre le fil de l'histoire, j'ai commencé ma thèse en septembre 2013, donc avec un contrat doctoral qui, naturellement, s'achevait 3 ans plus tard, en 2016. En revanche, je fais partie de ces doctorantes et doctorants qui soutiennent un peu plus longtemps après. Donc, j'ai soutenu en juillet 2018, pardon. Et j'ai donc travaillé sur le sujet suivant, Michel Léris et l'art de son temps. Donc un sujet vraiment transdisciplinaire puisque ça appelait à la fois de la littérature, puisque Michel Léris était avant tout écrivain, mais aussi un petit peu d'ethnologie et d'anthropologie parce qu'il était ethnologue de métier. Tout ça mêlé à l'histoire de l'art puisque mon sujet consistait en fait à étudier, à observer les liens que cet écrivain a entretenus avec les plus grands artistes du XXe siècle. Donc voilà, a priori un sujet extrêmement complet. Et mon expérience du doctorat, je dirais qu'en fait, elle a été assez contrastée. Alors au début, j'ai trouvé cette expérience extrêmement épanouissante. Le fait d'avoir déjà travaillé sur ce sujet-là, mais de le reprendre et de pouvoir l'approfondir un petit peu plus, c'était vraiment, vraiment bien d'un point de vue intellectuel. En plus, au début de ma thèse, je faisais beaucoup d'allers-retours, notamment à Paris, pour aller travailler sur les archives dont j'avais besoin pour ce sujet. Je pouvais renouveler aussi les recherches bibliographiques que je n'avais pas forcément pu mener à bout et à terme pendant mon année de master. Donc au début, intellectuellement, c'était vraiment stimulant. Associé à ça, j'ai eu une mission d'enseignement dans le cadre de mon contrat doctoral. Donc le tout, vraiment, ça faisait un tout vraiment presque parfait, très équilibré entre de la recherche et de l'enseignement. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, la carrière académique, je me disais que c'était finalement l'idéal parce qu'il y avait les deux. Donc j'y pensais fortement. Et puis, il y a eu un tournant, hein, je vous l'avoue, au moment de la rédaction. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, pour les conditions même, en fait, dans lesquelles j'ai fait cette rédaction. Donc, pendant toutes mes recherches, j'étais souvent à la BU, en bibliothèque de section, des allers-retours à Paris, donc j'étais plutôt en extérieur. Et en fait, au moment de la rédaction, on n'avait pas de bureau pour les doctorants au sein de mon laboratoire. Et puis après, ça c'est personnel, mais j'avais une méthode de travail, moi, qui nécessitait, j'avais besoin d'avoir des tas de papiers autour de moi, des notes, des post-it, des bouts de papier avec juste des mots. Donc foncièrement, je ne me voyais pas arriver tous les matins à la BU avec tout ce barda pour rédiger ma thèse. Donc j'ai fait le choix de travailler chez moi. Et franchement, c'est vraiment une discipline extrêmement rigoureuse que de travailler chez soi. On trouve le même problème aujourd'hui avec le télétravail. Hein. Faut être très organisé pour travailler ainsi. Et puis, la rédaction, il faut bien se le dire, c'est que parfois, on arrive à écrire 1, 2, 3 pages par jour, et puis des fois, ça ne va pas au-delà de 10 lignes. Et ça peut être vraiment, vraiment compliqué de devoir réécrire juste une phrase parce qu'on n'arrive pas à cerner vraiment l'idée qu'on a envie de partager. Donc vraiment, cette période, elle a été assez compliquée. Ajouter à ça un environnement au sein duquel je voyais des doctorants qui soutenaient et puis pour qui la voie académique devenait assez compliquée. C'était pas si limpide que ça et moi ça m'effrayait. Enfin très sincèrement ça m'effrayait. Je me disais que ça allait être très dur. Et tout ça mis bout à bout, voilà, finalement ça a vraiment été assez complexe.
Et puis d'autres conditions matérielles un peu plus compliquées sont arrivées parce que, bien sûr, en 2016, quand mon contrat doctoral s'est arrêté, je n'avais pas terminé ma thèse. J'ai pu bénéficier du chômage puisque un contrat doctoral, c'est un contrat de travail, donc on peut en bénéficier. Mais voilà, j'étais très bien consciente que le chômage, c'est pas éternel. Et en fait, on voit les taux se resserrer, à la fois pour la thèse parce qu'il faut terminer et à la fois pour les conditions matérielles qui deviennent un petit peu plus fragiles aussi. Donc, j'ai souvent tendance à dire, quand on me demande en fait de résumer cette expérience, alors ça va peut-être pas en encourager certains, mais je le dis en toute honnêteté, moi, en fait, ça a été une souffrance. Et c'est vraiment, ça a été compliqué, vraiment compliqué. Mais en même temps, dans cette situation, ça m'a vraiment permis en fait de réfléchir sur moi, sur mes limites, sur ce que j'acceptais ou ce que je pouvais plus accepter et ce vers quoi je voulais pas tendre, c'est-à-dire une solitude, oui, mais jusqu'à quel point se battre pour essayer d'atteindre cette carrière académique, oui, mais jusqu'à quel point. En fait, ça a été vraiment aussi un moment de réflexion de soi à soi pour réfléchir justement après sur l'après. Merci Camille. Alors, je suis en train de m'entendre. Je rappelle nos intervenants participants de ne pas hésiter à couper vos micros, voilà, pour pas qu'il y ait d'écho. Alors, vraiment, ce que tu dis, c'est vrai que ça fait écho. J'espère à vous, participants, doctorants. Effectivement, l'expérience doctorale, c'est une expérience de vie qui est aussi une période un peu introspective où on apprend à mieux se connaître, à mieux connaître effectivement ses capacités, mais aussi ses limites. Mais on peut transformer l'essai, du coup, puisque tu parles de cette souffrance. Mais après la souffrance, il y a d'autres phases qui peuvent être intéressantes. On termine là ce premier acte dont je parlais sur l'avant, pendant doctorat. Est-ce que là, je vous interroge, vous participants, est-ce que vous avez des questions à poser à nos deux témoins ou des partages, des retours aussi d'expérience de votre côté sur ce que vous vivez en ce moment, sur ce que vous avez vécu si vous avez déjà terminé votre doctorat. N'hésitez pas à en faire part maintenant tout de suite. On a un commentaire de Lucilla qui dit après son doctorat à Barcelone, elle a fait un post-doctorat en France. Aujourd'hui, après s'être intégrée en France, elle est en recherche d'emploi et elle est ingénieure textile. Donc, le message est passé, Lucilla. Est-ce que d'autres ont des commentaires à faire ou on passe à la suite de notre témoignage de docteur? J'attends 2 minutes, mais non, c'est bon. On va passer à la suite alors, donc, on a parlé de l'avant, on a parlé du pendant le doctorat, mais peut-être effectivement, ce qui intéresse nos participants, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe après le doctorat. Alors, quel est votre parcours? Quel a été votre parcours depuis votre diplôme? On passe donc d'un Kamal qui a eu son doctorat plutôt de façon simple, motivé par la carrière académique. On a une Camille qui est un petit peu fragilisée par l'expérience doctorale, surtout la fin, qui se pose des questions. Alors, il y a une question qui se pose. Tiens, Chloé, je te laisse la poser. Oui, Dolores pose une question à Camille particulièrement. Quel conseil pour s'automotiver dans les moments de doute et de souffrance pendant sa thèse? Déjà, moi, je me disais tout le temps, j'ai pas fait tout ça pour ça et tout ça pour rien. Donc vraiment, en fait, et puis les moments de doute dans la vie, hein, que ce soit dans le doctorat ou ailleurs, ça permet d'avancer, hein, parce que si on doute jamais, si on se remet jamais en question, à mon sens, on n'avance pas beaucoup. Donc, je pense qu'il faut se dire voilà, on a franchi des étapes, si on a réussi à faire ce petit bout-là, on peut sûrement encore en faire un petit bout et on parviendra sûrement à en faire encore un petit bout. Vraiment se dire qu'on peut y arriver. Et puis moi, je me rappelais toujours que
enfin, franchement, je pense que c'est quand même une expérience géniale de pouvoir travailler pendant plusieurs années sur un projet, alors à condition que le sujet nous plaise, mais honnêtement, moi, même si j'ai parlé de souffrance, mon sujet, je l'adorais. Enfin, c'était vraiment un plaisir de relire, de travailler sur mes sources, etc. Donc, je pense aussi qu'il faut se raccrocher à ça, même si c'est très dur, mais se raccrocher à cette passion qui nous unit pour la discipline, pour son sujet, etc. Mais se dire ne pas lâcher, pas à ce moment-là, parce qu'on va y arriver par la suite. Si je peux me permettre, Bien sûr, Kamal. donc, je pense déjà qu'il faut, pour tous ceux qui sont présents, hein, se dire qu'avoir des moments de doute et éventuellement de souffrance, c'est normal. Je veux dire, je pense que quand on fait une thèse, la plupart d'entre nous, on est relativement humble et que c'est assez normal d'avoir des moments de doute parce que des fois ça marche pas, des fois on n'avance pas, voilà. Et c'est tout à fait normal. Et puis il y a la vie à côté. Donc, d'avoir des moments moins bien, des coups de mou, c'est normal. Après, justement, je parle de la vie d'à côté. Je pense qu'il faut quand même essayer d'avoir une vraie vie à côté, c'est-à-dire que faut pas essayer de bosser jour et nuit, hein. C'est vrai qu'il faut beaucoup travailler pendant la thèse, et c'est vrai que ça occupe beaucoup notre esprit, mais il faut aussi avoir une vraie vie à côté. Et puis, l'autre chose pour s'automotiver, entre guillemets, à un moment donné, si vous êtes vraiment en souffrance, je pense qu'il faut quand même vraiment en discuter avec le directeur ou les directeurs, parce que, alors bon, si l'entente n'est pas super, là, c'est un autre problème, mais je veux dire, en soi, les directeurs, ils sont aussi là pour ça, hein, ils sont pas, enfin, ça fait partie de la formation, j'ai envie de dire. Et puis ou sinon, partager des expériences aussi avec d'autres personnes qui sont au labo ou autour de vous, parce que en fait, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas tout seul là-dedans. Et surtout, ne pas s'enfermer. Par exemple, à un moment donné, il y a des choses qui marchent pas, on patine, on n'y arrive pas, on voit pas, voilà, ou on trouve rien. Bah, à un moment donné, il faut aussi en parler parce que sinon, on peut vite s'enfermer dans un problème sans fin. Donc voilà, ça fait partie du jeu, c'est normal. On a tous nos faiblesses. Il faut réussir à en discuter et avoir des activités à côté pour quand même se changer les idées. Donc, garder une forme de discipline et de rigueur pour ne pas mélanger trop vie pro, vie perso, même si on voit dans les commentaires que c'est pas toujours simple. Quand on a une vie personnelle et familiale, notamment, on a Zacharia qui nous dit que il est père de famille avec un enfant de 4 ou 5 ans. Je connais bien aussi. Comment gérer des moments de difficulté et les moins bien dans ce genre de situation? C'est vrai que c'est pas facile. Voilà, mais moi, j'avoue que je suis assez d'accord aussi avec ce que disait Camille sur le fait de ne pas hésiter à regarder dans le rétro, regarder en arrière sur ce que vous avez déjà accompli. Parce que c'est vrai qu'il y a le vertige de l'après, le vertige de ce qu'on n'a pas encore réalisé et avec toutes les exigences de nos ambitions, hein, en fait, de vos ambitions aussi sur votre projet, la pression potentielle aussi peut-être de vos encadrants. Mais il ne faut pas hésiter à regarder ce que vous avez déjà accompli. Et que ce soit en doctorat ou ailleurs, hein, quand on commence à se démotiver, à se dire ouais, je suis nulle, j'y arriverai jamais, plutôt regarder déjà ce que vous avez fait et se dire un an en arrière, est-ce que j'étais capable de faire ce que je suis capable de faire maintenant pour être conscient des compétences et de la montée en compétences qu'on a au fil du temps. Parce que on la mesure pas, c'est un peu comme un enfant qu'on voit pas grandir parce qu'on est à côté de lui toute la journée. Voilà, cet enfant, il grandit. Le projet, vos compétences, elles grandissent. Et des fois, c'est bien de se redire, attends, il y a un an, à ce stade-là, j'en étais à quel stade? Est-ce que je savais maîtriser tel truc? Est-ce que j'avais telle connaissance-là? Est-ce que je connaissais telle personne? Et il faut s'accrocher des fois plus à la... On dit souvent qu'il ne faut pas regarder en arrière. Là, moi, j'aurais plutôt tendance à dire que ça peut être intéressant dans les moments un peu de doute. Oui. On a une question également sur le syndrome de l'imposteur. Comment gérer ce syndrome qui accompagne beaucoup de doctorants? Est-ce que Camille ou Kamal, vous avez été confrontés à cela? Comment est-ce que vous l'avez géré? Alors, il faudrait peut-être des précisions sur le syndrome de l'imposteur. Je suis pas sûr d'avoir totalement compris. Moi, je pense que ça veut dire quelqu'un qui se sent pas à sa place, en fait, qui croit qu'on l'a embauché pour quelque chose, mais qu'en fait, il n'est pas capable et que. Ouais. Alors, justement, c'est ce que j'aurais voulu ajouter juste avant. Il faut quand même garder en tête que, a priori, on vous a choisi, quoi. D'accord, vous avez voulu faire une thèse, mais il n'empêche qu'il y a des directeurs qui ont choisi, et ça reste un processus entre guillemets sélectif. C'est-à-dire que déjà, on a considéré que vous valiez, que vous aviez les compétences, vous aviez
que vous pouviez y arriver. Donc, il y a pas, à mon avis, il n'y a pas à voir qu'on a un imposteur de ce point de vue-là. Je me mets du côté, parce que voilà, j'ai des doctorants aussi, et du coup, quand on les choisit, on sait qu'ils vont y arriver, et voilà. Après, qu'ils aient des doutes, encore une fois, c'est normal, mais il faut savoir justement faire le bilan de ce qu'on a vu avant, et puis toujours essayer d'aller aussi d'avancer, comme a dit Camille, petit pas par petit pas, quoi. Voilà. Mais encore une fois, si vous êtes là, c'est que vous méritez d'être là. On a un petit témoignage de Aline qui dit « Merci pour l'honnêteté de vos témoignages, très rassurant sur les étapes intérieures qui sont traversées dans le cheminement du travail de recherche doctorale. Vous n'êtes pas seul. » Et non, mais c'est vrai que ce type d'événement aussi, il a pour ambition aussi d'être aussi un moment de partage et d'échange, parce que pour certains doctorants, vous êtes dans des équipes, vous pouvez échanger avec d'autres doctorants. Pour d'autres, il y a certaines disciplines où, comme le disait par exemple Camille, l'isolement peut être vraiment très perturbant. Et c'est aussi, que ce soit ces événements-là, l'alumni, etc., c'est aussi des fenêtres de partage d'expérience et de se confronter à la même réalité pour d'autres personnes. Ça peut être très rassurant et puis motivant, en fait. Donc, n'hésitez pas vraiment, voilà, nous, on est dans cette logique-là aussi. Donc, n'hésitez pas à partager, continuez de partager. On peut passer, du coup, à cet acte 2, où donc le doctorat est derrière vous. L'emploi, la recherche d'emploi se présente à vous. Donc, concrètement, Camille, je vais t'interroger en premier. Est-ce que tu peux me décrire quel a été ton parcours depuis ton diplôme? Alors, ça va peut-être s'interpénétrer, comme tu le disais tout à l'heure, parce que tu étais déjà t'étais déjà plus sous contrat doctoral avant ta soutenance de thèse. Donc, j'imagine que voilà, ça s'est un peu interpénétré. Est-ce que tu as eu, voilà, comment tu as vécu les choses? Comment ça s'est passé pour toi à partir du moment où tu t'es dit peut-être c'est pas pour moi la carrière académique? Oui, alors pour reprendre là où je m'étais arrêtée, en fait, j'ai eu, on va dire, 4 mois vraiment très compliqués, mais c'est vraiment les 4 mois de la fin. En gros, de janvier à avril 2018, c'était, je pense, vraiment les mois les plus éprouvants de ma vie, en tout cas jusque-là. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, au début de l'année civile 2018, c'était vraiment, moi, les dernières étapes, il fallait que je rende mon manuscrit à mes directeurs de thèse pour relecture, pour faire les dernières corrections, etc. Et puis, avril 2018, c'était le moment où je devais envoyer le manuscrit. Alors, c'est très compliqué parce qu'on sait qu'on va avoir des corrections encore à faire. Il faut vraiment faire les derniers fignolages, les annexes, voir si on est bien sur les bons numéros de page. Enfin bon, c'est des choses qui peuvent paraître assez anodines, mais c'est assez stressant. Et puis, avril 2018, le jour où je suis allée poster mes manuscrits, je suis rentrée chez moi et ça a été un véritable vide. Parce qu'en fait, du jour au lendemain, enfin même d'une minute à l'autre, il n'y a plus rien. En fait, la thèse, elle est achevée, elle est envoyée et vous rentrez chez vous et c'est terminé. Et à ce moment-là, ce vide, je me suis dit, bon, maintenant, il faut que je m'en saisisse pour me demander ce que je vais en faire, comment je vais pouvoir penser à l'après. J'avais vraiment mis de côté la carrière académique parce que ça me faisait peur. Et après ces mois où j'étais vraiment pas bien, je ne me sentais pas les épaules pour en fait avancer et me battre là-dedans. Donc, je me suis posée. Et puis, j'avais toujours ces conditions matérielles qui, voilà, à un moment, le chômage allait s'arrêter. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, il fallait que je trouve un travail. Donc, j'ai décidé de me poser et de réfléchir et vraiment de me dire, avec ce doctorat que je suis en passe d'obtenir, comment je vais pouvoir le valoriser? Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? J'étais parfaitement consciente que j'allais jamais trouver une fiche de poste ou un appel de poste dédié à Michel Léris. Donc, je me suis dit, bon, de toute façon, il faut abandonner cette idée-là. Et je me suis dit, il faut peut-être aller encore plus loin, c'est-à-dire mettre de côté vraiment la discipline. Alors, ça peut être un peu frustrant parce qu'on se dit, on a fait un doctorat, moi en l'occurrence en histoire de l'art, mais il faut arriver à le mettre de côté. Je l'ai mis de côté. Et je me suis dit, durant ces 4 ans et demi, quelles compétences j'ai pu acquérir? Qu'est-ce que je sais faire maintenant après ces 4 ans et demi de doctorat? Et concrètement, en fait, j'ai rebâti mon CV.
Je me suis dit, voilà, j'ai des savoirs techniques, des compétences techniques, mais j'ai aussi des savoir-faire, c'est-à-dire que je sais définir une problématique, je sais analyser un problème complexe, je sais faire de la veille documentaire, je sais interpréter des données, donc j'ai vraiment listé tout ça. J'ai aussi des compétences transversales, c'est-à-dire que quand vous avez mené pendant 3 ans, 4 ans et demi, voire peut-être 5 ans un projet, vous savez quand même vous organiser aussi dans la conduite de projet, etc. Et également des savoir-être, parce que faire un doctorat, à mon sens, c'est quand même être rigoureux, savoir anticiper, savoir s'organiser. Donc, j'ai plutôt réfléchi dans ce sens-là. Et en fait, concrètement, j'ai refait mon CV. Et au lieu de mettre en caractère 48 que j'allais avoir un doctorat en histoire de l'art, en fait, j'ai plutôt fait un encadré qui contrastait bien sur le CV avec toutes mes compétences. Et à ce moment-là, bon, ça allait déjà un peu mieux parce que finalement, en l'écrivant, en le mettant en forme, on se rend compte qu'on sait faire des choses. On n'est pas juste réduit et résumé en fait à un sujet de thèse hyper précis. Donc ça, c'est assez rassurant. Et puis, bien sûr, dans le même temps, moi, il fallait toujours que je trouve, et en tout cas que je cherche du travail. Donc j'ai décidé en fait de mobiliser cet exercice sur les compétences que j'avais fait pour candidater. Alors, pour vous faire rapidement le parcours, j'ai candidaté globalement à 2 postes. Alors, l'un, je savais pertinemment qu'on n'attendait pas un niveau de doctorat pour candidater à ce poste-là. C'était plutôt un poste administratif, de secrétariat dans une maison de salle des ventes à Dijon, donc de vente aux enchères. Mais, vous voyez, enfin, en vous parlant, là, je réfléchis en parlant, mais j'ai l'impression qu'inconsciemment, je me raccrochais encore un peu à cet univers, en tout cas de la culture, de l'art, de l'histoire de l'art. Je me suis dit, ça peut peut-être passer, ça peut peut-être être bien. Donc j'ai été reçue en entretien, j'ai passé la première étape des entretiens, puis à la fin, on n'était plus que 2 candidates. Et en toute honnêteté, les propriétaires de cette maison de salle des ventes m'ont dit, voilà, on ne peut pas vous retenir au vu du niveau de diplôme que vous avez. Alors ça peut être un peu brutal à entendre parce qu'on se dit que finalement, tout ce qui peut requérir un niveau de doctorat, c'est compliqué à atteindre, on ne va jamais y arriver. Puis en même temps, quand on table un petit peu plus bas, on se dit là aussi c'est compliqué parce qu'on va forcément nous dire qu'on a trop de bagages. Mais en même temps, je pense que ça a été salutaire parce que bon, je me suis dit, il faut peut-être aussi un peu avoir confiance en soi, puis se dire qu'on vaut peut-être un petit peu plus que ça. Et dans le même temps, vraiment une semaine d'intervalle, j'ai aussi candidaté à un poste, le poste que j'occupe actuellement donc à BSB, l'école de management de Dijon, où là, pour ce poste, le niveau de doctorat était requis. Donc là, ça posait aussi une autre configuration parce que je me suis dit, bon, ça veut dire que ça va être un peu plus compétitif parce que forcément, je vais me retrouver forcément en face de candidats qui ont aussi un doctorat ou qui sont en passe de l'obtenir. J'ai été reçue en entretien et là, vraiment, ça a été un entretien hyper constructif et vraiment formidable parce qu'à aucun moment, on m'a posé des questions sur ma discipline, sur mon sujet de thèse. On m'a vraiment écouté en fait sur les compétences que j'avais à valoriser par mon expérience de doctorat. Et ça a payé, ça a fonctionné, j'ai été retenue très très rapidement. Donc en fait, je suis entrée en fonction en mai 2018, donc avant même de soutenir. Alors, vous pouvez me dire, voilà, j'étais encore pas sûre d'avoir le doctorat, mais bon, globalement, quand on est autorisé à soutenir, c'est que c'est bon. Mais vraiment, ça a été formidable parce que ces mois de grandes difficultés où je me suis vraiment prise en main et j'ai cherché toutes les ressources en moi. En fait, voilà, à un moment, il faut se faire confiance et se dire qu'en soi, on trouve quand même des solutions pour se valoriser et valoriser notre parcours. J'ai une petite question, moi, du coup, pour toi, Camille. Est-ce que tu as été accompagnée dans ta réflexion par rapport aux compétences? Non, alors, bon, je pense que ça, c'était au début, c'était au frémissement, hein, notamment dans les formations transversales qu'on nous proposait, mais c'était vraiment au balbutiement, donc l'exercice, je l'ai fait seule, mais c'est pour ça que, en tout cas, si ces formations existent, moi, je vous encourage toutes et tous à les suivre parce que c'est extrêmement important tout au long de votre parcours d'identifier ce que vous êtes capable de faire, et je vous assure, on est capable de faire plein, plein, plein de choses quand on est doctorant et après quand on est titulaire d'un doctorat. Donc non, j'avais pas les clés pour le construire, mais bon, la preuve, c'est qu'on peut y arriver un petit peu soi-même quand même.
Je rebondis du coup pour l'ensemble des participants. Sachez qu'il y a une fiche maintenant qui existe. Le doctorat est répertorié au répertoire national des certifications professionnelles. Et quand vous tapez ça s'appelle France Compétences. Chloé, peut-être on vous enverra le lien. Vous tapez le mot doctorat et vous avez les compétences qui sont associées au diplôme attendu. Et de la même manière, en fait, vous pouvez vous positionner en fait sur ces compétences-là et estimer votre niveau d'acquisition de ces compétences-là et préparer aussi un peu sur le marché de l'emploi comment dire, votre argumentaire en fait en tant que docteur des compétences acquises. Et au-delà des compétences qui sont listées, qui sont en lien beaucoup avec la démarche de recherche liée à l'expérience doctorale, il y a effectivement tout un tas de compétences sociales, soft skills, voilà, de persévérance, de ténacité. Enfin, on pourrait en parler et je pense que Camille, tu en as déjà un peu parlé, mais vraiment, effectivement, ça, ce sont des choses qu'il est important de lister, de réfléchir et d'aller au-delà de votre sujet. C'est vrai que ça, c'est vraiment important et intéressant. Et au sein du collège doctoral, on a monté un groupe de travail pour justement essayer de fournir aux doctorants prochainement, on espère à la prochaine rentrée, un référentiel de compétences qui peut aider, comme je disais tout à l'heure, difficile de partir d'une page blanche, mais qui pourrait aider le doctorant à visualiser les compétences attendues, à se positionner et éventuellement comment dire, adapter son plan individuel de formation en fonction des compétences qu'il souhaite acquérir, etc. Enfin, voilà, identifier les compétences associées à votre diplôme, vous positionner par rapport à ces compétences et éventuellement adapter votre projet en fonction de votre plan, en fait, de votre plan individuel de formation. Peut-être qu'on va peut-être passer à Kamal et puis éventuellement je te reposerai une autre question tout à l'heure, Camille. Merci pour ton témoignage. Et il y a des commentaires qui sont faits, c'est pareil, on les abordera tout à l'heure. Kamal, Alors, c'est à moi. Du coup, alors, après la thèse. Alors, honnêtement, la thèse, ça a été, comme on l'a dit, hein, il y a des moments de doute. L'après-thèse, même pour moi, où c'était censé être linéaire, ça a été quand même extrêmement complexe. Alors bon, déjà, j'ai soutenu en octobre 2011 et honnêtement, j'avais tout fait pour avoir un postdoc dans la foulée, un postdoctorat, et ça n'a pas marché comme prévu. J'avais pas eu de réponse. Alors du coup, vu que j'avais pas de postdoc sur le coup, j'ai quand même ouvert mes horizons justement, et j'ai même postulé en entreprise pour être mais quand même en entreprise, dans un axe très recherche, puisque pour le coup, j'ai candidaté à Saint-Gobain recherche. Et au final, j'ai été retenu différentes étapes. Il y avait à peu près une centaine de personnes. J'ai été retenu jusqu'aux 3 derniers. Bon, j'ai pas été pris. Mais malgré tout, une leçon intéressante qu'on m'a dit, hein, c'est bien que les doctorants sont intéressants pour les entreprises aussi parce qu'ils ont justement ces compétences un peu acquises de manière de réfléchir, de savoir faire la veille, etc., qui comptaient. Bon, il n'empêche que entre-temps, donc on m'a pas pris à Saint-Gobain, mais j'ai eu une proposition au Royaume-Uni, quelque chose qui devait être quand même assez proche de ce que je savais faire en thèse, puisque c'était dans les fibres optiques, théoriquement. Et donc je vais au Royaume-Uni pour 2 ans. Et puis là, en fait, ça a été un grand désarroi, puisque en fait, au départ, je devais être dans la continuité de ma thèse sur des fibres optiques et les mêmes effets que j'avais regardés. Et puis au final, je suis arrivé dans un labo qui est parmi les meilleurs au monde, hein, au Royaume-Uni, dans le domaine des fibres optiques. Et pour le coup, on m'a présenté une salle vide où on m'a dit, bon ben voilà, en fait, tu dois tout mettre en place sur un projet qui n'était pas celui sur lequel j'étais censé être recruté, puisqu'en fait, on m'a dit de travailler sur des nanoguides, ce que je n'avais jamais fait en thèse. Bon, c'est pas tellement problématique que ce soit quelque chose que j'avais jamais fait, mais sur le coup, ça m'avait l'air d'être quelque chose de complètement différent. Et en plus, vu que la pièce était vide qu'on m'a proposé comme labo, fallait tout construire. Et là, j'avoue que j'ai eu un gros moment de panique. Et du coup, l'arrivée a été un peu tendue. Bon, au bout de 3 mois, quand même, fini par avancer un peu. Et en fait, ce qui a été super dur, c'était justement que, à la fois en postdoc, pour moi qui avait un objectif de carrière qui était l'académique,
le but, c'est d'avoir le plus de résultats possible pour avoir un dossier, le meilleur dossier possible pour être recruté. Et là, de voir que j'arrivais dans la difficulté, ça m'a un peu donné un coup au moral. Mais là, il faut réussir à rebondir, hein, c'est important parce que sinon, on se laisse, voilà, on peut vite sombrer. Et du coup, finalement, mon postdoc a finalement décollé, hein, j'ai quand même bien réussi à m'y faire. Mais il faut savoir que justement, le postdoc, il est vu comme ça dans l'académique, il est vu comme une manière de vérifier, parce que tout à l'heure, on nous parlait d'imposture du doctorant. Et justement, ce qu'on peut nous reprocher, c'est des fois, c'est de dire, bah, est-ce que vos résultats, c'est les vôtres ou c'est les résultats du directeur? Et le postdoc, c'est la manière dont on va juger si, indépendamment de votre directeur et indépendamment du laboratoire duquel vous venez, vous arrivez à vous en sortir. Alors j'avoue que c'est pour ça qu'il faut essayer de choisir un postdoc qui est optimum pour arriver dans les meilleures conditions, ce que je pensais avoir fait, mais qui n'a pas été le cas, hein. Mais bon, c'est pas grave, ça vous met quand même une certaine pression. Et puis, du coup, en parallèle du postdoc, bah, faut garder en vue, en tout cas pour moi qui voulais l'académique, je gardais en vue les possibilités en France, en gardant des contacts, alors avec mes directeurs de thèse, mais aussi avec toutes les personnes que j'avais pu rencontrer dans des séminaires, dans des colloques, etc. Et d'ailleurs, j'invite, quand vous irez en postdoc, à faire des séminaires un peu partout en France pour que les gens vous connaissent, parce que c'est très important pour les jurys qu'on vous connaisse. Et du coup, j'ai candidaté à des postes, donc sur Paris, à Lille. Bon, ça n'a pas marché à chaque fois. Et ça, c'est vrai que c'était assez dur psychologiquement. Alors après, ça faisait que c'était au bout d'1 an, puisque j'ai candidaté dès la première année. Donc, c'était pas anormal que je ne sois pas recruté, hein, par rapport forcément à d'autres dossiers qui ont un postdoc plus long. Mais vous voyez, par exemple, sur un des postes, on m'avait fait comprendre plus ou moins que j'étais favori, etc. Et puis, du coup, on finit par y croire. Et puis, donc, la chute est d'autant plus violente. Donc ça avait été un peu difficile. Et la deuxième année de postdoc, donc, alors là, pour le coup, a été vraiment difficile. Il y a aussi des raisons perso qui ont fait que dans la vie perso, ça a été extrêmement complexe. Et du coup, j'avais vraiment beaucoup de mal pendant cette période. Honnêtement, je voulais même arrêter. Donc, je me suis dit, non, il faut quand même aller au bout du postdoc et puis recandidater la deuxième fois. J'ai candidaté au CNRS. Ça a été aussi difficile parce que bah, voilà, le jury n'est pas forcément toujours sympa, hein, c'est le jeu, hein, c'est comme dans tout recrutement, des fois on essaie de vous pousser dans vos limites, dans votre franchement. Ce qui est justement dur quand vous êtes devant un jury, ce qui m'est arrivé, c'est quand justement on vous remet en cause en disant bah, ça c'est pas vous qui l'avez fait, c'est tel auteur sur le papier, ou si on vous dit bah non, ça a déjà été fait alors que vous êtes à peu près sûr que ça n'a pas été fait. Bon voilà, et en fait il y a des fois où c'est vraiment dur, moralement on sort de là, voilà. Et c'est d'autant plus dur que, par exemple, sur les postes, quand on postule sur un poste académique, a priori, on connaît à peu près nos concurrents, puisque c'est les gens du domaine, et du coup, on connaît même leur CV, puisqu'il suffit de regarder leur biblio. Et du coup, bon, on se compare, et puis on se connaît, donc il y a vraiment un côté un peu désagréable là-dedans. Et donc, moi, cette deuxième année, elle a été moralement vraiment très, très dure. Et du coup, je m'étais donné, donc j'avais postulé à plusieurs endroits, CNRS, Lille, Dijon, et je me suis dit, bon, si j'y arrive pas, j'arrête, je change. Mais vraiment, je précise que c'est parce que aussi, du côté perso, ça avait été extrêmement complexe. Sinon, il faut se laisser un peu plus de temps. Je dis toujours qu'il ne faut pas faire des milliers de post-docs parce que à un moment donné, il faut savoir que, quand, par exemple, au CNRS, au bout d'un certain âge, même si on ne le dit pas, ils peuvent, ça peut les gêner. Quoi. En fait, c'est pas tellement l'âge, c'est le temps après la thèse. Voilà. Et du coup, il faut pas s'éterniser en postdoc, mais il faut pas non plus arrêter trop tôt, parce que forcément, il faut aussi se faire un dossier. Mais disons que moi, là, dans mon cas, voilà, pour des raisons perso, je m'étais dit, non, c'est bon, je ne peux pas rester en Angleterre, faut vraiment que je rentre. Et puis, bon, au final, j'ai passé le poste ici à Dijon que j'ai eu. Et donc, pour la petite histoire, ce poste à Dijon, je n'aurais pas pu candidater si j'avais pas eu cette surprise en postdoc qui consistait à travailler dans les nanoguides. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, moi, au départ, je voulais faire travailler dans les fibres optiques. Et c'est en postdoc, à la surprise générale, on m'a fait une thématique autour des nanoguides, bon bref. Et finalement, il s'avère que le poste qui s'est ouvert à Dijon portait sur cette thématique-là.
Donc, au final, quelque part, ce que j'ai vécu comme un peu une injustice parce que j'avais pas été recruté sur ça, m'a servi comme tremplin puisque ça m'a permis d'avoir le poste. Et en fait, il y a aussi une autre chose. Pendant ce postdoc, j'étais sur un projet européen. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai pu mettre en valeur dans la suite, puisque ça m'a vraiment donné l'expérience d'un projet européen, c'est-à-dire avec des dizaines de partenaires, dont des industriels. J'avais été à la Commission européenne défendre le projet. Donc il y avait un côté, voilà, une première expérience très forte qui sert pour le chercheur dans la suite. Donc, honnêtement, il y a eu des moments de doute pendant la thèse. Pendant le postdoc, il y en aura sans aucun doute autant. Je le vois encore tous les jours, hein, quand je côtoie quand même des postdocs tous les jours au laboratoire. Et je vois, hein, moralement, c'est assez difficile parce que justement, on a du mal à se dire est-ce qu'il va y avoir des postes et on sait qu'il n'y en a pas tant que ça. Et du coup, moralement, ça devient vraiment dur. Mais voilà, ce que je pourrais dire, c'est qu'il faut vraiment essayer de s'accrocher. Il faut garder le réseau avec des partenaires, donc son ancien laboratoire, mais aussi ouvrir les partenaires au niveau national. Garder un œil sur ce qui se passe en France, parce que si vous pouvez partir sans vous retourner, mais si vous voulez revenir, il faut quand même avoir conscience des postes qui s'ouvrent. Et des fois, en ayant des contacts, on va vous dire ah bah on prévoit, cette année il y aura sûrement un poste. Et du coup, ça vous permet un peu de vous concentrer là-dessus. Donc voilà. Donc c'est vrai que moi j'ai un chemin assez linéaire puisque thèse, postdoc, enseignant-chercheur, recruteur, enseignant-chercheur. Mais en fait, malgré tout, il y a encore des moments de doute qui existent et qui peuvent être assez difficiles. Voilà. Merci Kamal pour cette expérience un peu entre le doctorat et ton poste de maître de conférence. On s'est dit avec Chloé qu'il y avait quelques questions qui pouvaient mériter d'être posées avant la prochaine étape, on va dire, de votre parcours. Alors, on va faire un deuxième petit temps d'échange avec vous, avec les commentaires qu'on a eus sur le chat. Chloé, je te laisse la parole. Oui, on a eu une question de David concernant le cumul, en fait. Pensez-vous qu'il est possible de cumuler la rédaction d'une thèse avec une activité professionnelle qui n'a aucun lien avec le thème? Donc ça, c'était plutôt en relation avec la partie pendant le doctorat, Voilà. mais qui est survenue au moment où vous venez de commencer. Mais on a assuré à David que vous poserez la question. Moi, je pense qu'il y a, peut-être Camille me contredira, mais je pense qu'il n'y a pas, c'est pas insurmontable. Je veux dire, il y en a beaucoup qui le font d'ores et déjà. C'est vrai que, comme je le disais, en fait, bon, moi, par exemple, dans mon expérience, c'est vrai que j'ai dit, à un moment donné, il faut choisir entre être au labo et écrire la thèse. Je comprends que certains écrivent la thèse en ayant déjà un autre travail. Ce qui se fait vraiment assez couramment. C'est juste qu'après, tout réside dans l'organisation. Mais j'ai envie de dire, comme l'a dit Camille tout à l'heure, c'est que dans la thèse, normalement, on apprend à s'organiser. Et du coup, cette période d'écriture, c'est vrai qu'elle est complexe, mais alors peut-être ça prendra un peu plus de temps, c'est vrai, mais il n'y a rien d'insurmontable. Par contre, il faut garder la motivation parce que souvent, si on a un job à côté, le risque, alors là, c'était une question, la question, c'était pas du tout, il n'avait rien à voir le job avec la thèse, mais disons que quand on a un job à côté, le risque, c'est que bah, on se concentre sur le job et puis finalement, on laisse tomber l'écriture et qu'on finalement, on finisse par pas soutenir. Ça, c'est dommage. Donc, faut vraiment essayer quand même de se donner toujours, ben voilà, faut que je écrive tant de pages chaque soir ou quelque chose comme ça pour à la fin aller au bout. Mais ça me paraît pas du tout insurmontable. Camille, est-ce que tu as des choses, toi, à ajouter sur cette question? Bah, alors moi, je ne l'ai pas du tout vécu, donc c'est vrai que je parle juste en me projetant, mais je dirais que ça peut permettre le fait de travailler une sorte de sas de décompression. Si bien qu'en fait, quand on se remet à la rédaction, ça peut peut-être, voilà, on est frais, on peut vraiment s'y remettre. Moi, je sais que du matin au soir, j'étais devant mon ordinateur sur la rédaction, mais en fait, je pense que des fois, c'est contre-productif. Alors, ça peut être compliqué de rentrer chez soi, terminer son travail, de se dire, bon, allez, maintenant, il faut que je me mette à la rédaction, mais peut-être, en tout cas, je dirais qu'il faut peut-être le prendre comme un atout. Voilà.
En tout cas, c'est repris par Victoria qui assure qu'effectivement, il y a beaucoup de doctorants en sciences humaines et sociales notamment qui sont face à cette situation de devoir travailler car ils ne sont pas spécialement forcément financés dans leur doctorat et c'est une réalité effectivement dans laquelle ces personnes qui ne sont pas financées doivent trouver un moyen de subsister aussi à leurs besoins. Donc effectivement, et que tout le monde ne peut pas faire des vacations d'enseignement. On a eu un petit témoignage de Brahim aussi qui dit que lui, en tant que papa de 52 ans, papa de 3 enfants et marié, lui, sa thèse, c'est un vrai plaisir. Et c'est aussi un moment un peu pour lui. Donc ça, c'est plutôt positif aussi, finalement. Est-ce qu'on a d'autres... On a également une question un peu plus orientée pour Camille. Déjà, donc Emma qui vous remercie pour l'honnêteté de vos témoignages déjà. Et donc Camille, aurais-tu des conseils ou des informations plus spécifiques relatives à la qualification dans cette discipline? À quoi faites-vous concrètement référence quand vous parlez de la difficulté ou la peur de poursuivre une carrière académique en histoire de l'art? Donc voilà, c'est une question pour toi, Camille, un peu plus centrée, un peu plus précise. Alors, pour la qualification, je suis quand même allée au bout des choses. Donc, après avoir soutenu, j'ai quand même constitué mon dossier pour la qualification. Bon, j'ai pas rencontré de difficultés particulières. Après, je vais être honnête, je n'ai pas non plus un CV avec 36 000 publications. Bon, voilà, c'est assez classique. J'ai eu une mission d'enseignement pendant 3 ans. J'ai eu des vacations ensuite par la suite. J'ai quelques publications, quelques colloques internationaux et nationaux. Bon, j'ai été qualifiée. En revanche, je tiens quand même à préciser que, alors avec 1 ou 2 années de différence, j'avais des collègues, surtout des doctorantes, qui avaient globalement le même profil que moi. En tout cas, j'avais l'impression qu'on participait aux mêmes organisations, aux mêmes événements scientifiques, qu'on avait à peu près le même niveau. Elles n'ont pas eu la qualification. Donc, je pense qu'il peut y avoir une difficulté ici. Ma co-encadrante de thèse m'avait prévenu que la qualification devenait de plus en plus compliquée à avoir. Alors peut-être que ça s'est vérifié là. Et quant à ma peur, qu'est-ce que j'entends par peur de poursuivre? En fait, au début de ma thèse, on ne me l'a pas dit. C'est en arrivant vers la fin, un jour en off, mon directeur me dit, bon, il faut que je vous parle un peu de la proportion de postes qu'il y a par rapport au nombre de candidats. Il m'a dit globalement, il y a 3 postes pour 100 candidats. Et là, je me suis dit, ben oui, ça va être un peu compliqué. Il va vraiment falloir encore se battre. Et couplé à cette période de difficulté là, dont je parlais précédemment, là, ces 3-4 mois qui ont vraiment été compliqués à la fin de thèse, alors c'est très personnel, mais j'avais plus de force. En fait, j'avais plus de force pour affronter ça, pour l'admettre. Donc c'est vrai que j'ai arrêté. Alors c'est peut-être un peu lâche, c'est peut-être un peu, voilà, on peut trouver des excuses, mais en tout cas, moi j'avais pas la force en fait de continuer. Et quand j'ai soutenu ma thèse, en fait, les membres du jury, après avoir discuté avec eux, m'ont fait des recommandations, d'essayer de contacter un tel. C'est ce que disait Kamal tout à l'heure. C'est que je crois qu'il faut entretenir un réseau et en tout cas prendre des contacts avec des gens peut-être qu'on ne connaît pas encore, se faire connaître en tout cas. Et il me racontait des processus de recrutement auxquels il avait assisté assez récemment. Et par exemple, la personne qu'ils avaient recrutée pour un poste, en fait, ils l'ont choisi par rapport à son âge. Il devait avoir 40 ans et l'autre devait avoir 36 ans ou 37 ans. Puis ils se sont dit, on va quand même prendre celui qui a 40 ans parce que ça doit faire un petit peu plus longtemps qu'il attend. Donc je me suis dit, tout ça mis bout à bout, moi en tout cas, j'avais pas les épaules pour continuer. Alors après, c'est des questions de personnalité, c'est une fragilité que j'ai. C'est que je suis assez angoissée, j'ai assez peur de ces choses-là, donc je ne suis pas allée au bout de tout ça. Voilà, je ne sais pas si ça répond, c'est peut-être pas très optimiste, mais en tout cas, je dis la vérité. Enfin, voilà, en tout cas, celle qu'on m'a dite aussi. On est là pour dire la vérité. Et je pense que ce n'est pas une question de lâcheté, c'est une question d'humanité aussi. On est humain et comme tu disais, chacun apprend ses propres limites. Donc, toi, tu savais quelles étaient les tiennes. Et ça t'a plutôt réussi finalement. Alors, il y a quand même une ultime question. On va essayer de vous demander d'y répondre très rapidement parce que le temps file, mais qui est intéressante. Chloé, je te laisse la poser. Oui, une question concernant les associations. Donc, est-ce que pendant votre thèse, à tous les deux, vous avez fait partie d'associations de doctorants?
Et est-ce que vous avez participé à des manifestations pour doctorants? Je laisse Camille commencer peut-être. Oui. Alors, association, j'en ai pas fait partie. En revanche, j'étais très impliquée pendant mes 2 dernières années de doctorat. Alors, ça me faisait aussi une bouffée d'air frais. J'étais coordinatrice en fait du séminaire doctoral qui existe, je crois, toujours les transversales. Alors maintenant, il s'appelle plus comme ça, mais c'était au centre Georges Chevrier. Et donc, en fait, j'étais coordinatrice doctorante de ce séminaire. J'ai organisé plusieurs de ces séances, etc. C'était interdisciplinaire, c'était plutôt méthodologique. Et ça, c'était vraiment bien. Donc, si ça existe dans vos différentes ED, dans vos différents labos surtout, je vous encourage à le faire. C'est bien de partager avec les autres des questions méthodologiques, d'échanger des problèmes ou des solutions. Donc, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas forcément eu l'occasion d'en parler dans les témoignages, mais ça, c'était vraiment une très bonne expérience. Et pour ma part, oui, je faisais partie de l'association qui existe toujours, hein, qui s'appelle la TCPB, l'Association des thésards de 3e cycle en physique et chimie. Du coup, j'en faisais partie, j'étais même dans le bureau à un moment donné. Et d'ailleurs, j'avais aussi poussé, bon, c'est pas moi, hein, c'est quand j'étais dans le bureau, après que je sois dans le bureau, ils ont créé, par exemple, avec l'école doctorale, qui avait une journée de l'école doctorale. Après, on a créé une journée de la photonique qui existe toujours d'ailleurs. Et du coup, voilà. Mais c'est vrai que c'est assez important de s'entourer d'autres doctorants, de faire partie de l'association ou pas. Mais en tout cas, c'est vrai que ça nous faisait des événements entre nous, on va dire plus festifs. Et puis, il y avait aussi cette partie recherche où avec une journée de la photonique dédiée à la thématique. Voilà, donc ça permettait de mettre une ambiance, de connaître aussi des fois des doctorants dans d'autres domaines. Donc voilà, c'était pas mal. Et Kamal, permets-moi de compléter parce que tu as également participé activement à l'expérimentarium, qui est un programme de vulgarisation scientifique pour Exactement. tous les publics. On fait de la pub, hein. Il y a des formations transversales pour l'expérimentarium. Et tu peux peut-être en dire 2 mots, mais... Moi, personnellement, j'insiste tous les doctorants, mais ça a toujours été, donc, à participer à l'expérimentarium. Bon, parce que ça force à vulgariser, et je pense que ça fait partie de notre travail, de vulgariser nos recherches. Mais aussi, moi, venant de physique, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est de rencontrer des gens qui étaient des autres domaines. Et je dis ça, c'est pas par hasard, c'est parce que malheureusement, beaucoup de mes collègues en sciences dures, on va dire, peuvent avoir des a priori sur certains autres domaines, les SHS par exemple. Et je trouve que quand on est doctorant, où on n'est pas fermé, on a l'esprit ouvert, on se retrouve on découvre vraiment les autres thématiques. Et je trouvais ça vraiment super. Vraiment, ça a été sûrement une des meilleures expériences de ma vie. Super. Écoutez, on va passer à votre actualité en fait professionnelle, puisque vous nous avez bien détaillé l'avant, le pendant et l'après-doctorat jusqu'à votre poste actuel. Maintenant, l'idée, c'est de vous demander de nous décrire un petit peu et puis de donner des informations sur justement ces voies de carrière possibles après un doctorat et notamment les postes que vous occupez actuellement respectivement. Donc, on va peut-être commencer par Camille. Est-ce que tu saurais nous décrire un peu en quelques minutes quelles sont tes missions en tant que chargée de développement de la recherche à BSB et comment tu pourrais décrire ton quotidien, éventuellement ce que tu aimes dans ton travail, ce que tu aimes moins, et puis voilà, nous donner un peu une vision un peu globale de ce que c'est que ton métier. Voilà, donc je suis chargée de développement de la recherche. Alors comme ça, sur le papier, ça peut être un peu abstrait. Donc, globalement, j'ai plusieurs missions. D'abord, c'est un pilotage administratif très régulier des activités et des projets de recherche des enseignants-chercheurs. Donc, oui, peut-être pour replacer un peu dans le contexte, je travaille donc au sein du CEREN, qui est le Centre de recherche sur les entreprises de BSB. Donc, c'est un laboratoire en sciences économiques et sciences de gestion. Donc, pilotage administratif des activités de recherche. J'ai aussi toute une partie de suivi budgétaire et également toute une partie de valorisation, de développement pour valoriser un petit peu les activités de recherche du labo auprès de différentes parties prenantes. Et puis, je travaille aussi beaucoup avec le directeur de la recherche dans des réflexions plus stratégiques
pour valoriser cette recherche. Donc, mon environnement de travail, il est un petit peu double en fait, parce que je travaille dans un laboratoire de recherche, donc finalement, bon, je me raccroche toujours à cet environnement de recherche, mais BSB, l'école de management, il y a aussi un esprit un peu PME, un esprit entreprise, où il y a une culture d'entreprise qui est sûrement beaucoup plus présente que dans le public. Mon environnement de travail, c'est une toute petite équipe, on n'est vraiment pas beaucoup au sein de la direction de la recherche même. Donc c'est vraiment agréable, il y a une communication qui est vraiment très facile, qui est très fluide, et ça pour avancer, c'est vraiment chouette. Donc ça, c'est vraiment un plus. Et ce que j'apprécie tout particulièrement aussi, c'est l'environnement international. Alors, cette dimension internationale, moi, personnellement, je l'avais un peu mise de côté, occultée, pour des tas de raisons. Alors, sûrement liées à ma discipline, parce que je n'avais pas forcément un besoin extrême d'avoir ce contact avec l'international. Mais en fait, je vous encourage quand même vivement à la cultiver, par un moyen ou par un autre. Je n'ai pas forcément d'idée précise, mais je vous encourage à le faire parce que ça peut vous être utile. Moi, aujourd'hui, il n'y a pas un jour où je ne parle pas anglais. Alors bon, ça n'a pas été un frein à mon recrutement, hein. Je pratiquais l'anglais courant, mais voilà, j'ai dû acquérir un peu sur le tas un vocabulaire plus précis d'entreprise, mais aussi plus technique en économie-gestion. Et puis, professionnellement, mais aussi personnellement, côtoyer des chercheurs internationaux au quotidien, voilà, on évolue aussi comme ça, on apprend aussi à penser autrement. Ça renforce l'ouverture d'esprit, à mon sens. Donc ça, c'est vraiment bien. Ce que j'aime moins, je dirais pas jusqu'à ce que j'aime pas, mais ce que j'aime moins, mais ça, de toute façon, je pense que c'est inhérent à tout emploi presque en France, c'est une culture un peu nationale, c'est qu'il y a une partie administrative qui est présente, qu'il faut accepter. Moi, pour bien l'accepter et puis me dire tous les jours, j'ai un peu de paperasse à faire, mais je me dis qu'en fait, c'est une petite pierre au reste, que si on ne le fait pas, on n'arrivera pas à avancer sur le reste, que c'est une partie qui nous permet d'avoir de l'information. Donc voilà, faut le prendre à bras le corps, mais il faut quand même le faire. Merci Camille. Kamal, tu prends la main. Alors, vous avez peut-être plus l'habitude ou vous imaginez peut-être mieux ce que c'est qu'un poste de maître de conférence, mais Kamal, peut-être tu vas briser certains clichés aussi au travers de ton témoignage. Non, bon, bien évidemment, je pense que la plupart imaginent bien ce que c'est. Donc, maître de conférence, l'autre nom qu'on utilise souvent, c'est enseignant-chercheur. Donc, en fait, on n'a pas un métier, on en a deux, hein. Et en fait, donc, il y a la partie enseignement qui peut s'étaler selon différentes années. Moi, je sais que j'enseigne de la L1 jusqu'au doctorat, puisque j'étais doctorant. Et puis, il y a la partie, bien évidemment, recherche. Où là, je pense que, vu que c'est des doctorants, ils savent tous à peu près c'est quoi. Par contre, effectivement, ce qu'on sait moins, j'ai envie de dire, c'est tout ce que... Quoi. Disons qu'il y a toute une partie qu'on fait, donc il y a de l'administratif, bien sûr, mais aussi la grosse partie, c'est la recherche de financement, qui occupe beaucoup le chercheur, hein. Je le dis parce que dans les doctorants qui sont là, je présume qu'il y en a plein qui des fois se disent le directeur, si vous avez un MCF ou même un professeur, vous vous dites ça, il met pas beaucoup les mains dans le cambouis, il fait pas beaucoup de choses par lui-même. Alors en fait, il faut savoir que on est beaucoup en train d'essayer d'écrire des projets et de rechercher de l'argent pour financer nos recherches éventuellement. Bon, alors juste pour revenir sur mon emploi actuel, donc enseignant-chercheur, comme tu l'as dit, au laboratoire Cameron-Bourgogne. En plus d'enseigner et de faire de la recherche, moi je pense que dans les missions, normalement, il y a aussi promouvoir la connaissance. Donc, et d'ailleurs, l'expérimentarium, pour moi, faisait partie de cette mission-là, c'est-à-dire que promouvoir, beaucoup le prennent de mes collègues, en tout cas, et quand on écrit une publication, par définition, on fait la promotion de la recherche. Et c'est vrai, techniquement, écrire une publication, c'est ça. Mais moi, je pense qu'il faut aller plus loin en le transférant vers le public. D'ailleurs, quand on fait un projet européen, c'est un critère à part entière où on doit expliquer comment on va proposer des connaissances autour du projet de recherche au grand public. Donc voilà, et ça c'est assez important, et je pense que ça fait partie de nos missions.
Donc, si je devais couper un peu le temps que j'ai, sur le 100% de temps, à peu près 30% d'enseignement, parce que théoriquement, c'est 50% recherche, 50% enseignement. En pratique, c'est plus compliqué. Donc, moi, je dirais que j'ai 30% enseignement, allez, on va dire 40% recherche quand ça se passe bien. Et puis, le reste, c'est de la gestion, ce qui veut dire voilà, écrire des projets, gérer les projets, gérer l'argent, trouver de l'argent, faire des commandes, etc. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Et puis, là où ça peut se compliquer, c'est parce que quand vous êtes enseignant, bah, a priori, vous avez des responsabilités d'enseignement. Ça peut être juste des responsabilités d'un module. Bon, ça peut bien se passer, ça dépend quel public vous avez. Et puis, vous pouvez prendre de plus en plus de responsabilités. Donc, dans mon cas, je suis responsable de la première année qu'on appelle Agile, quoi, de remédiation à l'UFR Sciences et Techniques. Et puis, bah, alors là, ça prend un temps complètement fou. Donc, donc voilà, donc ça nous éloigne un peu de la recherche. D'ailleurs, c'est pour ça que moi je suis pour que les nouveaux recrutés aient tous une décharge d'enseignement pour pouvoir un peu faire vraiment de la recherche, pour pouvoir décoller. Parce qu'au début, honnêtement, quand on fait 100% d'enseignement, alors théoriquement sur le papier, on vous dit 192 heures. Vous vous dites 192 heures, ça va, c'est pas énorme. En fait, si vous comptez le temps de préparation, le temps de correction, etc., c'est juste énorme. Et d'ailleurs, vous pouvez aller dans n'importe quel autre pays au monde, vous leur parlez de 192 heures, ils vont vous dire, mais vous n'avez pas le temps de faire de la recherche. Donc voilà, c'est passionnant d'être enseignant-chercheur parce que il y a le côté passionnant de la recherche, je ne vais pas revenir dessus. Il y a le côté enseignant, alors des fois il y en a qui n'aiment pas trop, mais en soi, ça nous force déjà à nous confronter au public. C'est nos futurs doctorants aussi. Hein. Faut être très honnête. Hein, quand je peux vous dire, hein, je vous ai dit que j'ai des L1 jusqu'au doctorat, bah, il n'y a pas de hasard. Hein. On cible assez vite les étudiants et puis on essaie de les orienter vers vers nos thématiques petit à petit. C'est un jeu. Donc voilà. Donc c'est intéressant. Mais il y a quand même des choses aussi plus lourdes, donc, comme l'a dit Camille, l'administratif, mais ça c'est très français, mais aussi le côté perpétuellement, en tout cas je pense que c'est dans tous les domaines, mais perpétuellement essayer de trouver de l'argent pour financer la recherche. Trouver de l'argent, ça peut être aussi financer un doctorant ou un post-doctorant. Donc en fait, perpétuellement on est en train de le faire, et finalement des fois on a l'impression de courir après l'argent, et puis de moins faire de recherche. Et ça c'est un peu gênant. Mais honnêtement, ça reste un métier quand même qui est super. Et voilà, on veut dire, on apprend tous les jours, donc c'est vraiment intéressant. J'ajoute quelque chose que tu m'avais dit pendant qu'on préparait, par rapport à ton planning, il faut se préparer à un planning quotidien très haché. C'est ça que tu avais dit. Bah ça c'est clair. Non mais c'est vrai, voilà, typiquement, on va dire, admettons, on prend une journée au hasard demain. Je vais arriver, alors demain exceptionnellement j'ai une mise en place de travaux pratiques parce qu'il commence la semaine prochaine, bon bref. Après je vais me faire 2 heures de recherche, discuter avec les collègues, qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui n'a pas avancé. Il y a une réunion sur un futur équipement qu'on doit acheter, et puis après j'ai 2 heures de cours, et puis donc en fait si vous voulez, dans la journée c'est vrai que c'est totalement haché, et puis vu qu'on reste quand même enseignant, on peut avoir un étudiant qui vient nous poser une question de manière un peu inopinée. Et puis, bah voilà, si vous êtes au labo, bon, vous ne le voyez pas, mais si vous êtes en train, je sais pas, sur mon ordi en train de faire une simulation, je suis coupé. Et c'est vrai que ce qui est assez dur, c'est commencer quelque chose, être coupé, reprendre. Ça peut être assez lourd. Et c'est vrai que c'est pour ça que dans l'année, il y a différents moments. Il y a le mois de juillet qui est super parce que là, on peut faire que de la recherche. Il y a le mois de septembre qui est complètement mort parce que c'est la rentrée, il y a tout ce qui est parti enseignement. Il y a le mois d'octobre où il y a plutôt les dépôts de projets. Et puis d'ailleurs, là, hier, j'ai reçu une réponse pour un projet que j'ai déposé, la première partie. Je suis invité à soumettre une deuxième partie d'ici le 14 avril. Donc vous voyez, là, je vais me mettre à écrire. Donc voilà, c'est vrai que c'est assuré dans l'année et dans la journée. Mais c'est le jeu. Je vois que le temps file. J'espère qu'on va peut-être un tout petit peu déborder. J'annonce si jamais vous voulez poser vos questions. J'ai une petite question juste à Camille. J'avais envie de te poser cette question-là parce que, bon, Kamal, on se doute bien en fait en quoi ton doctorat te sert dans tes activités puisque on est sur cette ligne. Toi, comment tu pourrais témoigner, Camille, sur l'impact et cette expérience doctorale, l'impact de cette expérience sur tes activités? En quoi ça te sert dans ce que tu fais actuellement? Alors, ça me sert vraiment tous les jours. Vraiment, en toute honnêteté, ça me sert tous les jours et je souhaite à tous ceux qui travailleront
le monde extra-académique qu'on vous le dise comme on me le dit moi, c'est qu'on me le rappelle souvent et ça fait plaisir. Du coup, qu'on dise que voilà, c'est bien utile d'avoir quelqu'un qui a un doctorat parce que ça permet de visualiser les choses autrement. Ça me sert dans le sens où, un peu pour faire référence à ce que dit Kamal, moi, mes journées, elles peuvent aussi être très hachées. Et parfois, il y a des choses, tout s'imbrique. On a des demandes de tel service, des imprévus. Pas plus tard que mardi, c'était une journée, mais absolument, voilà, j'étais dans une autre galaxie. En ce moment, j'ai une nouvelle assistante à la direction à former, donc j'ai fait ça le matin. Un service qui me demande, en fait, j'ai oublié de demander plein de choses, donc du coup, bah, faut rajouter des choses dans les demandes. Ensuite, on a un prof qui a un problème avec son projet de recherche, donc il faut essayer de l'aider pour voir comment on peut faire. En même temps, il faut penser à ce qu'on a à faire la semaine d'après, et ça, en fait, anticiper. Gérer des choses en même temps, gérer des choses complexes. Moi, je rappelle toujours que le doctorat, je trouve que c'est vraiment une très bonne expérience pour apprendre à gérer la complexité. Par exemple, tous les jours à l'école de commerce, au labo, quand on se pose des questions, il faut bien avoir en tête toutes les préoccupations des uns et des autres. On ne peut pas forcément que penser par rapport à notre service, à nos envies, à nos souhaits. Il faut se dire que telle équipe, elle est plutôt avec ces attentes-là, telle autre équipe, elle est plutôt avec ces attentes. Il faut combiner tout ça. Et ça, voilà, si on ne sait pas gérer la complexité, ça peut être un peu compliqué. Et puis surtout, l'anticipation. Ça, franchement, moi, ça me sert tous les jours pour travailler. Eh ben, on va passer au temps d'échange. C'est le moment de poser vos questions sur le chat. Si vous avez des réactions sur ce qui a été proposé, témoigné par Kamal et Camille, n'hésitez pas, c'est le moment. Et puis après, on aura un petit moment juste d'ouverture parce qu'on a demandé une petite requête à Kamal et Camille pour faire une ouverture un peu de conclusion. Il y avait peut-être du coup une toute petite question. Alors peut-être pareil pour Camille, quand tu parles de ton activité, toi qui as expérimenté l'expérience doctorale, donc le public, et là tu es comme tu le disais, dans une culture un peu plus PME, quelle différence tu constates entre la culture que tu as eue via ton expérience doctorale et celle que tu as à présent dans tes fonctions actuelles? À l'université, surtout pendant mon contrat doctoral, parce que pendant le contrat doctoral, on est salarié de l'université, donc on fait partie des équipes, etc. Moi, je me sentais perdue. En fait, je me sentais exister, mais en même temps, je sais pas, j'avais l'impression d'être perdue au milieu d'une masse d'autres salariés. Alors, bon, j'irai peut-être pas jusque-là, mais d'être un peu anonyme au milieu de tout ce monde-là, là, c'est pas pareil. On sait qui on est, on sait quelle fonction on occupe. Donc ça, c'est peut-être la première différence. Et l'autre différence que j'ai vraiment observée, j'ai l'impression que là, tous les jours au travail, les objectifs sont plus clairs. Vraiment, il y a une clarté dans les objectifs à atteindre. Je dirais aussi que les délais, ils sont plus réduits. Voilà. Alors, non pas qu'on nous demande des choses pour le lendemain, hein, mais en tout cas, les délais sont plus, on les voit arriver plus rapidement et des objectifs aussi un peu plus clairs. Ouais. Alors, Zacharia nous dit qu'il tient à vous remercier pour le partage. Vous avez réussi à anticiper. On parle beaucoup d'anticipation aujourd'hui. Un grand nombre de questions. Je vous félicite et je vous souhaite une bonne continuation. Bon courage. Merci, Zacharia. Moi, j'ai une petite question du coup. Je pensais qu'elle allait être posée, mais elle ne l'est pas. Une petite question. Est-ce que vous avez des choses à nous partager à propos de votre salaire aussi? Parce que on peut parler aussi quand on cherche un emploi de prétention salariale. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez partager? Alors, évidemment, je rentre pas, enfin, je vous demande pas combien vous gagnez, mais est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous aimeriez partager à propos du salaire de vos postes? Kamal, je ne sais pas, je peux commencer. Du coup, bon, moi, je vais être transparente. Au début, quand j'ai été embauchée, je savais que j'étais un petit peu en dessous en tout cas, de ce qu'on nous avait présenté une fois qu'on a le doctorat. Moi, je l'ai accepté. J'ai pas. Après, tout dépend. Là, c'est aussi le rapport qu'on a à soi par rapport à son parcours, etc. Bon, moi, c'était vraiment pas une question qui me dérangeait. En revanche,
ce que je voudrais dire, c'est que justement, par rapport au fait qu'à BSB, on soit plutôt dans une culture aussi de PME, j'ai été très vite revalorisée. Mais quand je vous dis très vite, c'est vraiment très, très rapidement. Mais par contre, dans la discussion de cette revalorisation, on m'a bien dit, c'est parce que voilà, tu as réussi à faire tes preuves, on est quelqu'un sur qui on peut compter, voilà, t'es toujours là quand il faut, tu réagis très vite. Donc en fait, on a pointé vraiment des qualités qui étaient appréciées. Donc finalement, je dirais qu'au début, faut peut-être accepter hein, que voilà, on peut pas tout avoir. Hein. Et moi, ça a été mon cas. J'étais très très contente qu'on m'ait fait confiance pour ce poste. En plus, je venais d'un milieu qui n'était pas du tout celui-là. Mais très vite, en tout cas, on a su me dire qu'on était très content de moi et ça s'est traduit par une revalorisation très rapide. Alors, moi, j'ajouterais que, étant fonctionnaire, hein, quand vous êtes enseignant-chercheur, vous êtes fonctionnaire d'État, donc la grille, elle est indiciaire, hein, c'est comme pour tous les fonctionnaires. Donc, en fait, vous tapez sur Google salaire maître de compte, vous allez la voir. Alors, normalement, pour les nouveaux recrutés, ça devrait être bientôt revalorisé pour atteindre un palier, mais le fait est que donc, il n'y a pas de spécificité pour ça, parce qu'on est fonctionnaire. Alors par contre, c'est sûr que si on compare, par exemple, moi je suis en sciences, donc si je compare à un ingénieur dans mon domaine, effectivement, il ne faut pas comparer. Mais a priori, vous ne faites pas de l'académique pour le salaire hein, déjà. Mais après, il faut aussi dire qu'on a quand même des conditions qui font que on a une certaine liberté dans ce qu'on fait. C'est nous qui décidons de nos activités aussi. Donc bon, il faut prendre tout ça en compte. Et juste parce que par rapport à cette histoire de salaire ingénieur, je rajouterais que pour ceux qui vont aller en entreprise, comme Camille l'a dit, ça va évoluer assez vite. Donc il faut pas, parce que souvent on voit des salaires moyens et du coup il faut faire attention à pas se dire bah non je prends pas un job parce que le salaire annoncé est un peu bas, parce que c'est le jeu aussi d'une entreprise, surtout si elle voit que vous êtes doctorant. Elle va d'abord vérifier que vous savez faire le travail. Donc c'est normal qu'elle commence un peu plus bas, mais par contre effectivement la perspective peut monter beaucoup plus vite. Donc ça fait partie du jeu, donc il ne faut pas hésiter. Voilà. Alors pour conclure en ouverture, moi on avait envie de vous demander de faire un petit, comme on dit, le pas de côté. On a demandé à nos deux témoins de choisir quelque chose, un objet, une musique, une œuvre d'art par exemple, qui pourrait illustrer pour chacun leur parcours professionnel. Donc je vais laisser chacun d'entre vous, je ne sais pas qui veut commencer, partager avec nous et commenter un peu ce qu'il a choisi. Et puis en même temps, nous donner ou donner à nos participants un peu un conseil de fin au sujet de leur projet professionnel pour les aider. Qui veut commencer ? Allez, Kamal. Ouais. Donc, je sais pas. Vous voyez l'œuvre là? C'est bon? Non. Oui, on voit. C'est bon. Du coup, voilà, c'est La Nuit étoilée de Van Gogh. Alors, il y en a plusieurs des Nuits étoilées, mais c'est celle qui est conservée au Musée d'Art moderne de New York, qu'il a fait en 1889. Alors, cette œuvre, bon, c'est une œuvre que j'aime particulièrement pour plein de raisons. Mais alors, par rapport à la thématique du jour, j'ai décomposé, en fait, ici le cyprès qui pourrait représenter les moments difficiles, l'obscurité, hein, et il y en a pas mal pendant la thèse et même après. Il y a la nébuleuse centrale qui est une spirale infernale, qui est en fait le fait qu'on ait la tête dans le guidon, mais aussi qu'à un moment donné, on a l'impression d'être débordé, surtout souvent au milieu de thèse. Mais ça peut être aussi vrai en postdoc. Hein. Mon postdoc, j'étais débordé au sens que voilà, il faut postuler, mais il faut aussi assurer des résultats. Si on n'assure pas des résultats, ça sert à rien de postuler. Voilà, il y a plein de choses qui se battent dans l'esprit. Et puis, malgré tout, la lune, la lumière, qui représente l'aboutissement, la réussite. Et finalement, ce que je veux dire par là, comme vous le voyez dans cette œuvre, c'est du post-impressionnisme, bon, c'est pas très important. Tous ces petites, on voit bien les traits de pinceau, on va dire, et on voit qu'en fait, toutes ces briques vont constituer l'aventure qui est le doctorat et éventuellement la suite. Et c'est ça qui va vous construire. On se construit aussi pendant le doctorat et on construit notre avenir. Et malgré tout, à la fin, ça finit bien. Donc, croyons. Voilà. Et donc, pour le conseil que je donnerais,
par rapport à ça, c'était ça la suite de ta question, si je ne me trompe pas, et c'était, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut essayer de garder du réseau. Alors, en tout cas, si vous voulez continuer à l'académique, hein, il y a plusieurs points, plusieurs choses. Dès maintenant, quand vous êtes en doctorat, je vous invite à aller en conférence ou colloques internationaux pour vous faire connaître, mais aussi, et même nationaux. En tout cas, il faut essayer de vous faire connaître en France, pour les postes en France, mais aussi à l'international si vous voulez voir les post-docs possibles. Faut savoir que pour les recrutements, on aime quand même beaucoup que vous alliez à l'international, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ça vous fait sortir de votre cocon, mais aussi ça vous met dans un environnement international, et donc tout ça, ça sera valorisable. Et puis, donc, gardez ce réseau, et quand vous êtes en postdoc, revenez faire des séminaires à différents endroits. Si vous pouvez, si vous avez gardé des contacts et qu'on vous dit oui, il va y avoir un poste, allez faire un séminaire en avance. Donc il faut vraiment essayer de garder ce réseau. Et puis, en tout cas, pour le moment, l'instant donné, pendant votre doctorat, je vous invite quand même à bien faire le bilan à mi-parcours dans le cadre du comité de suivi. Mais au-delà de ça, il faut vraiment que vous essayiez de faire un point, de justement regarder ce que vous avez réussi et pour réussir à continuer de la meilleure manière. Voilà mon conseil. Bon, on pourrait en donner plein, hein, mais voilà, il faut pas. On doute, c'est normal, mais il faut continuer à avancer et à la fin, ça finit bien. Merci Kamal. Du coup, Camille, si tu peux partager avec nous ton choix. J'espère que vous voyez tous. Oui, alors moi, j'ai choisi cette œuvre de Juan Miró pour plusieurs raisons. Alors d'abord, au premier regard, on a l'impression que c'est une œuvre assez abstraite et ça résume assez bien, en tout cas une partie de mon parcours, à la fois de l'abstraction mais aussi des contours assez nets. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé assez simultanément pendant mon parcours de thèse. Je prends juste un exemple, mais quand les contours de la thèse devenaient de plus en plus précis avec la rédaction, c'est-à-dire ce sujet qui prend forme à travers un manuscrit, l'abstraction, elle se faisait de plus en plus présente, en tout cas pour mon projet, pour mon parcours professionnel. À l'image de cette œuvre aussi, j'ai eu un parcours assez contrasté. Voilà, j'ai vécu un doctorat qui était à la fois épanouissant, en tout cas au début, c'était vraiment épanouissant intellectuellement, et puis qui a été compliqué, voilà, assez compliqué, et qui malheureusement encore aujourd'hui, 3 ans, enfin un petit peu moins de 3 ans après, j'ai encore du mal à le regarder d'une manière positive. J'espère qu'un jour ça changera radicalement. Et puis, et là, c'est là où ça finit bien quand même, c'est que c'est un parcours un peu bigarré, voilà, assez coloré, plein de diversité. Et effectivement, j'ai un doctorat en histoire de l'art. Je travaille aujourd'hui dans un laboratoire en économie-gestion. Jamais j'aurais imaginé ça. Vraiment, je le dis en toute honnêteté. Et puis, diversité aussi dans ma vie de tous les jours. Je rappelle aussi cette dimension internationale qui est vraiment hyper nourrissante pour moi et qui fait avancer aussi professionnellement. Et quant au conseil que je donnerais, alors un petit peu comme le disait Kamal, c'est vraiment faire le bilan régulièrement de ce que vous savez faire. En fait, je pense qu'il ne faut pas attendre la fin du doctorat, une fois que vous avez rendu le manuscrit, en vous disant, alors maintenant, voilà, quelles sont mes compétences. Je pense qu'il faut le faire régulièrement parce que vous serez surpris d'année en année de voir que vous savez faire des nouvelles choses. Et ça, je pense que c'est motivant aussi. De la même manière, alors ça peut être compliqué, ça peut être frustrant, on peut se poser plein de questions, mais accepter parfois de mettre sa discipline de côté. Voilà, moi c'est vraiment ce qui m'a sauvée. Alors aujourd'hui, l'histoire de l'art, ça reste une passion, mais en fait, le fait d'avoir réussi à mettre ça de côté, je pense que ça explique pourquoi je suis en poste ici aussi à l'école de management. Accepter et accueillir le doute, accueillir aussi des moments de souffrance, voilà, pas les rejeter, vous dire que c'est pas normal, que vous êtes quelqu'un à part, voilà, vraiment les accueillir pour construire et réfléchir là-dessus, et puis oser aller voir ailleurs, voilà, oser aller dans un autre domaine. Moi aujourd'hui je travaille pas dans un musée, je travaille pas dans un service culturel comme on me l'avait tant dit.
Voilà, je travaille avec des chercheurs en économie-gestion et je suis tout aussi bien. Donc, osez aller voir et penser à d'autres horizons. Il est coupé ton micro, Candice. Ah mince, j'étais en pleine envolée lyrique de remerciements. Voilà, bah, merci beaucoup. Voilà, on voulait vous remercier très chaleureusement pour ce partage sur ce premier volet de notre saga Voix de Docteur. Vous avez accepté tout de suite et très généreusement de partager votre expérience. J'espère que ça aura éclairé nos participants. Et puis, j'avais juste envie de rappeler quelques petits éléments. Chloé, est-ce que tu peux partager là? Non, je vais vous partager la petite slide de fin. Tac, tac. En fait, il y a un prochain événement, Voix de Docteur, qui se déroulera le jeudi 8 avril à 17h30. Et c'était ça que je voulais vous partager. Tac. Vous le voyez? Tac, tac. Est-ce que vous voyez là? Oui. C'est bon? Alors voilà, le prochain rendez-vous Voix de Docteur, c'est le jeudi 8 avril 2021 à 17h30. On accueillera les témoignages de Charlotte Sinding, qui est docteur en sciences de la vie et qui est actuellement chargée de recherche au Centre des sciences du goût et de l'alimentation de l'INRAE. Et puis Gaëtan Lasserre, qui est docteur en instrumentation et informatique de l'image, qui est actuellement conseiller en propriété industrielle à Laurent et Charras. Donc vous voyez toujours le témoin côté carrière académique et le témoin côté carrière extra-académique. On espère vous voir nombreux à ce prochain événement. Je tenais également à signaler qu'il y a des documents et des ressources utiles sur la UBFC Alumni, hein, comme l'a présenté Chloé, mais également sur le site du collège doctoral, que peut-être certains d'entre vous vont consulter régulièrement. À la rubrique carrière, on essaye aussi de mettre régulièrement des actus. Aussi sur le site de vos ED, allez voir, hein, je sais qu'il y a des directrices d'ED qui sont là, qui s'impliquent aussi sur leur site pour essayer de transmettre de l'information. N'hésitez pas à nourrir votre projet professionnel en allant piocher les informations là où elles se trouvent, donc sur tous les canaux dont on vous a parlé. Je fais aussi un petit appel à témoins parce que on espère que cette série va aller loin dans le temps et qu'on pourra vous proposer tout un tas de parcours variés. Mais pour ça, si à un moment vous êtes docteur et que vous trouvez un poste et que vous avez envie de partager, n'hésitez pas à nous contacter. Par exemple par le biais de l'Alumni ou sur le... Voilà, vous pouvez tout à fait nous dire que vous avez envie de partager votre témoignage. Si vous voyez des personnes aussi qui pourraient être de potentiels bons témoins, n'hésitez pas. Nous, on est preneuses aussi de tout type d'expérience. Et puis, on va vous envoyer, pour terminer, un petit questionnaire de satisfaction demain, je pense, ou dans la soirée. Oui, dans la on vous invite à le remplir pour améliorer encore les prochaines actions carrière Voix de Docteur. Voilà. Juste peut-être préciser aussi que si vous souhaitez poursuivre les échanges avec Camille et Kamal, surtout n'hésitez pas à les contacter sur la plateforme. Ils sont disponibles, ils sont connectés sur la plateforme. Donc voilà, n'hésitez pas à leur envoyer un message privé ou une demande d'amis pour continuer les échanges. Donc encore une bonne raison de vous remercier Kamal et Camille parce que en plus d'avoir partagé votre expérience, vous continuez à être disponible pour répondre aux questions qui viendront peut-être ultérieurement à cet événement. Et également, le replay sera disponible d'ici la semaine prochaine sur la plateforme et sur la page YouTube. Voilà, et sur le site du collège doctoral également. Aussi, on fera... Donc, vous pouvez voir et revoir, transmettre cet événement. Merci à tous et à toutes pour votre présence. Je vois qu'en plus, on a dépassé le temps et vous avez été fidèles au poste. On s'excuse pour ce petit décalage de timing. Et merci encore à Kamal et à Camille pour vos échanges et votre partage. C'était vraiment très chouette. On vous dit au 8 avril. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et réfléchissez à votre projet. À très bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Bon, au revoir. Au revoir.